La nouvelle vient de tomber. Il s'agit d'une attaque terroriste. Hommes paralysent une ville de 19 millions d'habitants. On était complètement hébétés. Tout semblait exploser. C'est votre cible, le Taj Mahal. Vous n'avez pas encore mis le feu? On va incendier l'hôtel. Vous allez voir ça dans une seconde. Entre le 26 et le 29 novembre 2008, 10 attaques terroristes ont eu lieu à Mumbai, en Inde. Pendant plus de 90 heures, 10 hommes formant un commando d'un groupe terroriste pakistanais, armés de grenades et de AK-47, ont notamment pris d'assaut un restaurant, une gare, un hôpital, un centre communautaire juif et le Taj Mahal. Plus de 170 personnes ont été tuées, dont 9 des attaquants. Le seul survivant, un jeune homme du nom d'Azam Kazab, est fait prisonnier. Le 3 décembre 2008, on peut lire dans le Mumbai Times une déclaration qui aurait pu être sortie d'un film. Les inspecteurs de la police indienne se préparent à administrer un sérum de vérité aux seuls militants islamistes capturés lors des attentats terroristes de la semaine dernière, afin de connaître la vérité sur son pays d'origine. J'ai dû relire cette phrase-là plusieurs fois parce que ça parle à l'imaginaire, non? Encore plus que le polygraphe, le sérum de vérité a des connotations hollywoodiennes. On s'imagine un héros musclé, à l'épreuve de tout, qui se fait administrer un poison et qui devient complètement vulnérable. Qu'est-ce que c'était cette piqûre? Sodium amytal ou n'importe quel autre sérum de vérité. Ça veut dire que tu dis la vérité? Et ça marche? Pose-moi une question à laquelle normalement je mentirais. Est-ce qu'on va mourir? Ouais. Ah ben oui, ça marche. Ils vont nous tirer une balle dans la tête ou nous torturer à mort. Mais là, on se parle de la vraie vie. Et Mumbai, ben, c'est très loin d'Hollywood. Et jusqu'ici, dans le balado, on a parlé de détection du mensonge, que ça soit en branchant quelqu'un à une machine ou en réécoutant 12 fois le témoignage d'une présumée victime pour déchiffrer son langage corporel. C'est à nous, dans tous ces scénarios-là, de déterminer si on nous ment. Et s'il y avait un ou des moyens de forcer la vérité à sortir? Je m'appelle Camille Lopez et je vous invite à découvrir avec moi jusqu'où on est prêt à aller pour connaître la vérité. L'art de mentir et de s'en sortir ou pas. Épisode 3, les sérums de vérité. Pour parler de sérum de vérité, j'ai contacté Joseph Schwartz, qui enseigne la chimie à l'Université McGill. Il est aussi directeur et fondateur de l'Organisation pour la science et la société de McGill. C'est une référence dans son domaine. Il a écrit sur le sujet en 2017 et il va pouvoir nous expliquer plus en détail comment ça fonctionne. De quoi on parle quand on dit sérum de vérité? Le sérum de vérité, en théorie, est un produit chimique qui réduit les inhibitions et qui rend le mensonge difficile. Parce que mentir demande de l'énergie. Vous devez faire travailler votre cerveau pour penser à un mensonge. Et les sérums de vérité sont des substances qui, supposément, réduisent votre résistance au mensonge parce que vous n'avez pas l'énergie pour le faire. Si vous dites juste la vérité tout le temps, mentir ne devrait pas vous inquiéter. Mais, bien sûr, beaucoup de gens mentent. Ils ne disent pas la vérité. Il y a toujours eu un engouement pour savoir si nous pouvons ou non déterminer s'ils mentent. Et quelle est la substance principale utilisée dans ces sérums? Ou est-ce qu'il y en a plus qu'une? Eh bien, historiquement, dans l'Antiquité, c'est Pline l'Ancien qui a supposément dit « In vino veritas ». La vérité est dans le vin. Mais comme tout le monde qui a consommé de l'alcool, et je pense que nous en avons tous bu dans une certaine mesure, vous réalisez que cela réduit vraiment vos inhibitions. Et vous savez, ça gruge une partie de l'énergie dont vous avez besoin pour mentir. Mais on ne peut pas vraiment s'y fier. La composition chimique du sérum de vérité remonte au début des années 1900, quand deux substances différentes, qui avaient toutes deux le potentiel d'être utilisées comme un sérum de vérité, ont été développées par des chimistes.
La première, c'était une catégorie de produits chimiques appelés barbituriques, dont le thiopental sodique était le produit vedette. C'est Emil Fischer, un des plus grands chimistes de notre histoire, qui l'a synthétisé. On a donc deux substances chimiques, le thiopental sodique et l'amobarbital, qui appartenaient à cette famille de barbituriques et qui ont d'abord été utilisés comme sédatifs. Et on a découvert que quand les gens étaient calmes, à un point où ils se sentaient très relax, mais pas complètement endormis, ils étaient plus portés à dire les vérités, ou du moins, c'est ce qu'on disait à l'époque. L'autre substance qui a été introduite autour de 1920, c'était la scopolamine. C'est une substance naturelle qui se trouve dans de nombreuses plantes de la famille des morels. Par exemple, la pomme épineuse ou la datura. Ce sont des plantes qui contiennent des graines, desquelles cette substance peut être extraite. Et la scopolamine a été introduite au début des années 1900 comme support pour l'anesthésie. L'anesthésie a été introduite dès 1856. L'éther était la substance qui était utilisée à l'époque. Et on a aussi expérimenté avec l'éther comme sérum de vérité, car elle vous relaxe également, mais elle a aussi tendance à vous endormir très rapidement. Alors, ça n'a pas marché. La scopolamine était utilisée par les obstétriciens et les gynécologues pour soulager les douleurs des accouchements. Et un médecin du nom de House, un obstétricien des années 1920, a remarqué que, sous sédation, ces patientes qui accouchaient devenaient aussi très volubiles sous l'influence de la scopolamine. Mais elles révélaient des informations qu'ils n'auraient pas été capables d'obtenir autrement. Alors, il a suggéré que c'était une substance qui pourrait être utilisée comme sérum de vérité. Et des tests ont été effectués sur 2 prisonniers qui se sont portés volontaires. Ils clamaient qu'ils étaient innocents et ils voulaient le prouver. On leur a administré de la scopolamine et on les a questionnés. On a conclu qu'ils disaient la vérité et ils ont été libérés. Mais on a fait du chemin depuis. Et vous savez, la recherche scientifique a démontré que ces drogues ne sont pas très fiables. Oui, ça rend les gens plus bavards, mais ça ne veut pas dire qu'ils disent la vérité. Parfois, ils fabriquent même des histoires, et assez facilement. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autorisation d'usage de ces substances, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas utilisées. En Inde, même si c'est illégal, elles ont été utilisées. Et éthiquement, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable selon la communauté scientifique, parce qu'il n'y a tout simplement pas assez de preuves que ça fonctionne. On ne sait pas s'il y a des études secrètes qui sont menées parce qu'évidemment, elles sont secrètes. Mais il a été suggéré que les descendants du KGB en Russie utilisent une variété de substances pour les interrogatoires. Et ça ne m'étonnerait pas que ce soit le cas, parce que nous savons que Poutine aime particulièrement empoisonner ses ennemis. C'est bien documenté. Et donc, ça ne prend pas une imagination débordante pour penser qu'ils utilisent aussi des drogues pour les interrogatoires. Mais ce qui est certain, c'est que dans le monde occidental, il n'est pas permis d'utiliser l'une de ces substances. On sait maintenant, grâce au travail acharné d'organismes comme la American Civil Liberties Union, qu'après les attentats du 11 septembre, la CIA a considéré utiliser des sérums de vérité dans ses interrogatoires. Ils ont cherché à fabriquer un sérum de vérité à administrer dans le cadre d'un projet intitulé Projet Médication. C'est un projet secret. Dans un document rendu public en 2018, on apprend que les expériences des Soviétiques ont été étudiées en plus de leur propre projet, MKUltra, un programme illégal qui consistait à utiliser du LSD sur des personnes non consentantes et souvent vulnérables pour voir si on pouvait contrôler leur esprit. Are there any long-term consequences? Est-ce que ces substances-là, qui, je suppose, ont dû être testées par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, entraînent des conséquences à long terme? Eh bien, les 2 substances principales, les barbituriques et la scopolamine, ce sont les drogues classiques qui ont des effets à court terme. Mais la scopolamine a un autre usage qui vaut la peine d'être mentionné et qui est bien documenté. En Colombie, par exemple, cette substance est utilisée pour faciliter les cambriolages et les viols. La substance est versée discrètement dans le breuvage de la victime qui deviendra comateuse. Et ça rend le vol beaucoup plus simple. Il y a toutes sortes de cas documentés de touristes qui ont été dévalisés quand des jeunes femmes ont mis de la scopolamine dans leur verre au bar.
Ces produits chimiques-là ou leur administration sans le consentement de la personne, est-ce qu'on peut appeler ça de la torture? Eh bien, quand vous administrez une drogue sans que la personne ne vous en donne sa permission et sans qu'elle connaisse les conséquences possibles de cette drogue, c'est certainement une forme de torture. On ne connaît pas tous les effets et quand on expérimente sur quelqu'un, on joue avec les dosages. Et plus les doses sont élevées, autant avec la scopolamine que les barbituriques, plus les effets peuvent devenir très sérieux et même mortels. Et quand les nazis ont fait des expériences dans les années 40 sur leurs victimes, je ne pense pas qu'ils se souciaient trop des risques d'une overdose. Donc oui, je dirais que c'est une forme de torture. En 2010, soit 2 ans après les attentats de Mumbai, la Cour suprême indienne a interdit l'utilisation du sérum de vérité sans consentement par les policiers pendant les interrogatoires. La méthode serait toutefois toujours utilisée, selon le journal anglais The Guardian. Le docteur Gandhi P.C. Kaza, président du premier service médico-légal indépendant d'Inde, a déclaré que, bien que la narcoanalyse soit non scientifique, antidémocratique, illégale et inhumaine, elle était toujours utilisée avec enthousiasme dans certains États indiens, notamment le Gujarat et le Karnataka. Il a condamné cette pratique, affirmant qu'elle n'avait pas sa place dans la plus grande démocratie du monde. Ça peut sembler loin de nous, comme technique, mais il y a quelque chose que le professeur Joe Schwartz m'a dit en entrevue qui est resté gravé dans ma mémoire. La vérité est dans le vin. Plus près de nous, à travers l'histoire, les légendes urbaines, les anecdotes d'amis, les scénarios de films, on perpétue l'idée que l'alcool fait dire la vérité. Sans inhibition et sous influence, il serait plus facile de dévoiler le fond de sa pensée. Est-ce qu'il y a des conséquences à ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on n'aurait pas tous, du moins ceux d'entre nous qui consomment de l'alcool, des sérums de vérité à la maison? Quand j'ai préparé l'épisode, c'était le mois de février 2024. C'était donc le mois du défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe. Un des ambassadeurs, c'est le chef d'Annie Saint-Pierre. Et je tenais à lui parler parce qu'il a déclaré à quelques reprises, en entrevue, qu'il a regretté ce qu'il a dit sous l'effet de l'alcool. Dans l'industrie dans laquelle je travaille, ça a été longtemps dans nos mœurs, comme étant une espèce de façon de socialiser. Puis ce qui m'embête dans tout ça, puis on le voit aussi en société en général, à l'âge adulte, là, quand les gens doivent se rassembler, c'est bien dur de le faire sans avoir un verre dans les mains. Puis je trouvais que votre sujet est intéressant parce qu'effectivement, c'est un désinhibant. Tu sais, est-ce que c'est la seule façon de se détendre? Est-ce que c'est la seule façon qu'on est capable de se dire les vrais trucs? Est-ce que après 3-4 apéros, là, ma chum, je vais te dire ce que je pense de toi, puis tu vas me dire ce que tu penses de moi, puis là, ça va nous avoir fait du bien. Puis on va se l'être dit, puis après ça, 3-4 drinks plus tard, on va se taper sa gueule. Puis après ça, 3-4 drinks plus tard, on va pleurer. On en perd des bouts avec tout ça. Est-ce que c'est un sérum de vérité? Je ne sais pas. Quand j'ai décidé d'arrêter de boire, pour moi, c'était justement le fait que j'étais tellement désinhibé que je devenais vraiment cocky, que j'avais envie de donner de la merde à tout le monde, que je calais des trucs, que je cherchais le trouble. J'étais à ce point désinhibé que mes petites vérités sortaient, tu sais. Je sais pas pourquoi je faisais ça. Je m'endurais pas, peut-être. Quand vous étiez sous l'effet de l'alcool, est-ce que vous disiez n'importe quoi, puis là-dedans, il y avait des vérités qui sortaient, ou est-ce que c'était plutôt... je gardais ça pour moi quand j'étais sobre, puis maintenant que j'ai pris un verre, ça sort. Moi, je dirais que j'ai jamais vraiment eu de difficulté à dire la vérité. Ou ça fait longtemps que je suis dans ce milieu-là. C'est un milieu qui était à l'époque vraiment agressif aussi, là, où quand tu deviens l'alpha de la meute, t'as pas peur de dire les vérités ou te servir des vérités pour casser du monde. La boisson servait à être plus courageux, je pense, à être plus énergique aussi, puis à être dans cette espèce d'élan. Un élan qui est créatif, un élan qui est porteur aussi, puis c'est un élan qui est rempli d'énergie pour passer au travers des journées puis de rassembler la meute. C'est un mode de vie, cette affaire-là. Pour avoir expérimenté avec beaucoup d'affaires, l'alcool est le truc le plus violent qu'on va croiser, là. Celui où tu es le plus désinhibé. Tu sais, même la cocaïne, la cocaïne, tu es un peu paranoïaque à un certain moment donné, tu sais. Tu es plus dans un ultra-éveil, puis la discussion, puis tout ça, c'est bien rare que tu vas arriver puis tu vas commencer à frapper sur du monde parce que tu es contrarié comme un Cro-Magnon, là. L'alcool, ça fait ça.
Si l'alcool était un produit qu'on vient de découvrir, là, je serais bien surpris que ce soit un produit qui soit légal. Oui, en effet, puis c'est normalisé. Puis est-ce qu'on peut utiliser l'alcool comme prétexte pour dire à quelqu'un « Oui, je t'ai dit ce que je pensais, mais j'étais sous l'effet de l'alcool. » C'est un classique. Ah, j'étais chaud, je m'excuse. Je voulais pas te dire ça. Nanana. Ah, je le pensais pas. J'étais sur la brosse. Voyons, on sait tout ça. On est entouré de gens comme ça. C'est une béquille. On dirait que c'est un pare-feu. C'est une excuse passe-partout pour dire la merde qu'on a à dire. Mm-hmm. J'aimerais qu'on retourne dans ce que vous avez dit dans d'autres entrevues. Je pense que vous avez eu peur pour votre crédibilité beaucoup. Énormément. J'ai eu peur pour ma crédibilité parce que je passais ma journée à vouloir être sérieux. Puis j'ai longtemps été un chef. Je suis devenu un entrepreneur, un propriétaire à un certain moment donné. Étant un jeune entrepreneur, j'avais encore on appelle ça avoir une passe, là. C'est dans la mesure où, ben oui, c'est normal, c'est des artistes, c'est des rockstars, blablabla. À un certain moment donné, tu vieillis, tu as des enfants, tu as des responsabilités, tu commences à porter un costume, tu fais des transactions, tu as des choses à vendre. Toute la journée, je m'assurais d'être crédible. Puis rendu à l'apéro, admettons, à sortir des clients ou à être dans une activité où le client te sort, bien là, tu lâches ton fou. Puis là, tu perds toute forme de standard. Puis tu passes de l'humain à l'animal d'une shot. Quand tu te retrouves avec des clients qui, eux, sont straight, puis sont plus sportifs, puis c'est pas dans leurs mœurs, puis ils se disent « Ah ouais, on va aller souper, ça va être le fun, on va finir ça à 9h, puis on va aller se coucher, je m'entraîne à 5h30 demain matin à la piscine de l'hôtel. » Bien, eux autres, ils comprennent pas. Puis t'es pas dans leurs valeurs. Puis si, mettons, le produit que tu proposes est aligné sur leurs valeurs à eux, puis ils te considèrent comme étant une bonne extension de leur marque, puis qu'ils te voient être un animal comme ça par après, bien, tu perds des plumes, puis ils n'ont plus envie de faire de business avec toi. Fait que, tu sais, tu as peur de perdre des contrats, tu as peur de perdre de la crédibilité. Il y a des risques réputationnels aussi. Tu sais, on ne veut pas, je suis quand même dans l'œil du public depuis 20 ans. Fait que tu te retrouves, admettons, dans un resto, puis là, tu vois, c'est Danny Saint-Pierre. Danny Saint-Pierre qui se monte la graine, là, puis qui se met un abat-jour sur la tête. Tu sais, c'est pas cool. J'ai jamais fait ça, comprends-moi bien, là. Mais tu sais, on a vu du monde grainer des bières, puis on a vu du monde faire toutes sortes de niaiseries. Ben, ça venait de quoi, ça, tu penses? Tu sais, penses-tu vraiment que c'est du monde qui aurait fait ça à 3h de l'après-midi au YMCA? Je pense pas. C'est quoi? C'est la boisson, puis c'est être désinhibé, puis c'est être des hosties de morons, dans le fond. C'est juste que là, c'est des morons à cœur ouvert, plus de filtre. Après notre conversation où le mot désinhibition a été prononcé à quelques reprises, j'ai voulu mieux comprendre l'effet de l'alcool sur notre capacité à dire la vérité. J'ai donc contacté Christine Groulx, la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Vous pourriez me dire, qu'est-ce que l'alcool fait au cerveau? Qu'est-ce qui se passe dans notre tête quand on boit de l'alcool? Bon, c'est ça la vraie question, effectivement. In vino veritas, mais jusqu'à un certain point, puis ça dépend. Ce que l'alcool fait, en fait, c'est que l'alcool, c'est un désinhibiteur. Alors, dans notre cerveau, on a des structures qui maturent avec l'âge, qui maturent avec le temps, et qui s'appellent les lobes frontaux. Et l'inhibition, c'est l'espèce de filtre, hein? C'est-à-dire que c'est le filtre qui nous permet de tourner notre langue cette fois, de ne pas dire n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand, de choisir le moment, d'anticiper les conséquences de ce qu'on va dire aussi. Et ce filtre-là, il est soluble en partie dans l'alcool. Et là, ça dépend de la quantité que vous prenez. Ça dépend aussi, parce que l'inhibition, je fais tendance à vous dire, c'est un petit peu comme la mémoire. Tout le monde a une faculté d'inhibition, mais il y en a qui l'ont plus que d'autres, il y en a qui l'ont moins que d'autres, il y en a qui l'ont développé davantage. Alors donc, ça dépend de comment vous êtes inhibé dans la vie, de façon générale, du jugement social que vous avez, puis de la quantité d'alcool que vous allez prendre, puis de la fatigue que vous avez quand vous prenez l'alcool, et du contexte dans lequel vous le prenez. Tu sais qu'il y a deux phrases qu'on dit dans la vie souvent, in vino veritas, mais on dit aussi la vérité sort de la bouche des enfants. Mais les enfants, justement, ça n'a pas beaucoup de filtres. Pour cette raison-là, c'est parce que leurs lobes frontaux ne sont pas suffisamment matures pour qu'ils puissent anticiper les conséquences de leurs paroles. Alors des fois, ça fait des situations plutôt rigolotes ou gênantes. Ou gênantes, oui. Ça délie les langues, mais est-ce qu'on dit la vérité sous l'effet de l'alcool? Pas nécessairement. Vous savez, le sérum de vérité qui fonctionne comme par magie, où la personne dit toute la vérité, je pense que c'est une vue de l'esprit. Je pense qu'on a juste, on a une plus grande authenticité. Donc, on a moins de filtres, on a moins de processus qui vont nous inhiber. Alors, ce qu'on va entendre est authentique. Maintenant, est-ce que ça veut dire que quand on ne l'entend pas, c'est pas la vérité? Pas nécessairement.
c'est justement le fruit d'une désinhibition puis de quelque chose d'irréfléchi ou c'est vraiment la vérité? Si je pose la question différemment, est-ce qu'il est plus difficile de mentir sous l'effet de l'alcool? Encore là, je suis obligée de vous dire qu'il n'y a pas de réponse simple. Oui, globalement, je vous dirais oui. Oui, parce que ça met un peu en échec vos fonctions exécutives, vos capacités de réfléchir, de penser. C'est comme si, dans le fond, la cognition n'est pas à son maximum. Fait, pour faire une réponse simple, la réponse c'est oui. Mais est-ce que c'est un sérum de vérité au point où moi, je veux savoir si mon conjoint me trompe, donc je lui donne plusieurs petits verres de vin pendant la soirée pour lui poser toutes mes questions? C'est pas un sérum de vérité à ce point-là. Peut-être que sous l'effet de l'alcool, il va vous dire que vous êtes la femme de sa vie, puis qu'il vous adore, puis que vous êtes la plus belle femme qu'il a rencontrée dans la vie parce que justement, il n'y a plus de filtre. Mais non, c'est pas une garantie d'avoir toute la vérité. Puis même si vous avez vraiment beaucoup d'ingestion d'alcool, ben la personne peut même se rendre à l'incohérence. Alors là, la vérité est encore plus difficile à savoir. Est-ce qu'on peut devenir accro à ce sentiment d'être plus authentique grâce à l'alcool? Est-ce que ça peut causer, sans justifier à 100% la dépendance, est-ce que c'est une raison qui peut pousser les gens à boire? Non, les gens boivent non pas parce qu'ils sont plus authentiques, mais parce que c'est un peu un anxiolytique, c'est un peu un antidépresseur. C'est pas la bonne façon, cela dit. C'est pour ça que l'augmentation de la consommation est souvent insidieuse. C'est parce que c'est une sorte de bien-être qu'ils vont chercher. Puis là, évidemment, ben, il y a des mécanismes de dépendance qui vont se développer comportementalement puis dans le cerveau. Mais c'est pas celui de l'authenticité qui va primer parce que je connais pas beaucoup de gens qui s'aiment sous l'effet de la consommation. Ils aiment l'effet que ça leur procure, mais ils s'aiment pas eux sous l'effet de la consommation. Est-ce que ça peut pousser les gens à arrêter de consommer? Ben, ce qui va pousser les gens à arrêter, là aussi, en fait, c'est qu'ils sont souvent en conflit de valeurs. Puis c'est pas l'authenticité ou le fait de dire plus la vérité qui motive les gens à boire. Quand on prend un peu d'alcool, oui, on est très relax. Quand on dépasse ce cap-là, on n'est pas plus nous-mêmes, en fait. Au contraire. En fait, on est nous-mêmes dans un état altéré de conscience. Si on veut vraiment garder quelque chose pour nous, là, que c'est ancré en dedans nous, qu'on a gardé, admettons, un secret pendant plusieurs années, si la volonté de ne pas dire la vérité est là quand on boit, est-ce qu'on pourrait, malgré nous, sous l'effet de l'alcool ou de certaines drogues qui ont aussi les mêmes effets sur la désinhibition, est-ce qu'on pourrait, malgré nous, confesser quelque chose qu'on voulait garder secret? Pour moi, la réponse est très claire. Quelqu'un qui veut rester en contrôle de lui-même, en contrôle de ce qu'il est, de ce qu'il va dire, il est mieux de pas boire. Parce que l'alcool, c'est un désinhibiteur, puis ça effrite la pleine capacité de la cognition et la pleine capacité physique aussi, la pleine capacité de coordination, et ainsi de suite. Donc, quand on veut rester en contrôle d'une situation, il vaut mieux justement pas introduire cet effet de relaxation. Fait que sans être un sérum qui garantit la vérité, c'est un sérum qui va limiter, si vous voulez, toutes les défenses qu'on est capable de mettre en place, puis tous les mécanismes d'autocontrôle puis d'autorégulation qu'on est capable de mettre en place. Alors oui, on va rire plus facilement sous l'effet de l'alcool, on va pleurer plus facilement sous l'effet de l'alcool, on va baisser un peu la garde souvent sous l'effet de l'alcool. Alors quelqu'un qui va être certain de rester en parfait contrôle dans une situation avec certains individus, il est mieux de rester sobre. Alors, est-ce que l'alcool nous empêche d'être nous-mêmes? Ou au contraire, est-ce que ça nous aide à faire sortir le vrai nous? Je me suis tournée vers la maison Jean Lapointe, qui est un organisme sans but lucratif qui soutient les personnes qui ont des problèmes de dépendance. C'est une référence au Québec sur le sujet et sa directrice générale, Anne-Élisabeth Lapointe, a pris le temps de répondre à ma question. On s'entend, ça c'est pas nouveau, là, la consommation excessive d'alcool au Québec, partout dans le monde, elle est très normalisée, banalisée. On le voit très jeune, on le voit sur les réseaux sociaux, on voit des influenceurs qui disent « je m'en vais à un party, fait que je vais me prendre un shooter pour être plus à l'aise ». Mais on a aussi du monde, comme Dany Saint-Pierre nous l'a dit, qui prenait de l'alcool pour être plus sur eux-mêmes, donc le fameux « in vino veritas », qui vient parfois excuser des comportements problématiques. Qu'est-ce que vous en pensez de cette expression-là? Mm-hmm. Ben, je pense que c'est un couteau à double tranchant, finalement. Alors que pour moi, c'est évident que
une substance ne peut pas t'amener à être toi-même. Tu es déjà toi-même. Peut-être que ça vient amplifier, peut-être que ça vient faciliter, mais en même temps, c'est sûr que tu ne peux pas dans la vie te fier à une substance pour penser que tu deviens qui tu es réellement, que tu devrais être réellement. Pour moi, tu passes à côté probablement d'une opportunité d'essayer de faire un travail sur toi, finalement, pour arriver à être toi-même. Puis quand on regarde des gens qui ont eu des problèmes de consommation, qui ont cessé de consommer, on va prendre, admettons, je vais prendre mon père, par exemple. Moi, j'ai pas eu de problème de consommation, mais si je prends donc Jean Lapointe, qui a commencé à consommer quand même assez jeune et qui a toujours cru qu'il était un meilleur artiste, qu'il était plus drôle, puis qui était plus vif quand il consommait de l'alcool, parce que souvent, dans les spectacles, c'était dans les cabarets et autres, ben c'est sûr que pour lui, il devenait lui-même quand il consommait, un meilleur lui-même. Et pourtant, évidemment, il y a eu l'envers du décor, il a arrêté de consommer, et sa carrière, qui était déjà pas mal haute, elle est devenue extraordinaire à partir du moment où il a arrêté de consommer, parce que probablement pour la première fois de sa vie, il a accepté qui il était, et il a réalisé qu'il n'avait pas besoin de l'alcool, d'une pilule ou quoi que ce soit pour être le meilleur de lui-même. Alors, c'est pour ça que pour moi, oui, ça peut favoriser, mais jamais est-ce qu'un individu, on n'est pas avec une substance. Ça veut dire qu'on est qui on est et on peut s'améliorer tout au long de notre vie sans avoir besoin de consommer. Je vais me permettre un commentaire personnel. Quand j'ai fait mes recherches sur Internet, je suis tombée sur des tonnes d'articles de blog ou des publications sur les réseaux sociaux qui suggéraient de faire prendre un verre à la personne qu'on soupçonne de mentir pour lui tirer les verres du nez. Ça m'a beaucoup surpris, bon, en même temps, pas vraiment, et c'est en partie ce qui a motivé l'épisode. Je trouve ça particulièrement dangereux d'associer perte de faculté et vérité. Et je voulais savoir si ce qui se passe en Inde pourrait se produire ici, au Canada. Du moins, dans le travail quotidien des policiers en interrogatoire. Alors, j'ai posé la question à Nadine Deslauriers-Varin, qui est professeure à l'Université Laval en criminologie et directrice adjointe du Centre international de criminologie comparée à l'Université Laval. Sa spécialité, c'est justement les interrogatoires. Elle et son équipe de chercheurs en ont observé beaucoup. La personne doit être en pleine possession de ses moyens pour pouvoir faire cet entretien-là. Il y a toujours une petite carte que les policiers, donc la lecture des droits, les policiers vont la lire tout le temps. Quand ils arrivent en interrogatoire, c'est la première chose qu'ils font. Ils doivent s'assurer de 2 choses en particulier, que l'individu comprend pourquoi il est arrêté et que l'individu est capable de réaliser, de comprendre, pas juste comme pourquoi je suis là puis c'est quoi les gestes qui me sont reprochés, mais qui comprennent réellement ce que ça veut dire, ces gestes-là. Donc, automatiquement, si l'individu n'est pas en possession de ses moyens, n'est pas tout là mentalement, déjà, on brime ces droits-là. Donc, assurément, l'interrogatoire ne va pas avoir lieu. Donc, tous les individus qui sont trop sous, qui ont trop consommé, qui sont intoxiqués, peu importe la nature de ça, l'interrogatoire ne va pas avoir lieu tant que l'individu n'est pas capable de pleinement prendre conscience de ce qui se passe, faire appel à ses droits s'il veut, puis de comprendre pas juste le sens du droit, mais qu'est-ce que ça veut dire, ce droit-là? Ce serait pas recevable de faire une entrevue d'enquête avec un suspect au Canada, assurément, quand cette personne-là n'est pas apte à comprendre ses droits puis à la nature de ces droits-là. Ce balado est une production du groupe Fairplay pour Savoir Média. Idée originale, recherche, scénarisation et animation, Camille Lopez. Réalisation et habillage sonore, Caroline Delamotte. Mixage sonore, Francis Thibault. Surimpression vocale, Vincent Leclerc. Responsable de la production pour Fairplay, Marie-Flo Ménard et Flavie Payette-Renouf pour Savoir Média. Direction générale de Savoir Média, Marie-Josée Lestage.